une file de services de secours qui commence à arriver et une file de gens qui descendent en urgence des étages supérieurs et qui, eux, ont plus de cheveux, ont plus de peau, ont plus de vêtements, plus rien. Ils sont complètement brûlés. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est vraiment exceptionnel. Il s'appelle Bruno Dellinger. Il était dans les Tours jumelles, les Tours de New York, le 11 septembre 2001. Il y travaillait. Il a eu de la chance à 4 reprises. Il est passé proche de la mort. Il va nous raconter ce qu'il a vécu. Et je voulais remercier avant de commencer l'émission. Vous avez remarqué, on n'est pas dans le studio. On est dans un loft aujourd'hui parce que notre partenaire, c'est Velux. Velux qui font les fenêtres de toit. Il faut savoir qu'ici, avant, c'était un espace non utilisé. C'était des combles. Et regardez maintenant comment ça a permis de réhabiliter l'espace avec les fenêtres de toit Velux. On peut, avec parfois des télécommandes, permettre de bouger à distance les volets. On peut les fermer, les ouvrir. On peut complètement faire baisser le volet aussi pour empêcher la lumière de rentrer le soir de son lit avec une télécommande. Moi, je l'ai même fait de chez moi. Regardez en dehors du partenariat, mais regardez dans la chambre. Je vais intégrer les images à cette intro parce que c'est assez incroyable. J'avais le plafond qui était trop bas ici et en quelques jours, du coup, j'ai pu me tenir debout dans la chambre, ce qui est quand même vachement bien. Donc, grâce à ces fenêtres de toit Velux ici, ça a permis de transformer l'espace complètement, de le rendre en plus lumineux, plus agréable. C'est-à-dire que quand vous bossez chez vous, vous passez du temps le week-end ou le soir chez vous, ou la journée, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir de la luminosité qui rentre comme ça. Il faut juste parfois une demande à la mairie. C'est très très simple. Sur certains chantiers, ils arrivent le matin, ils repartent le soir en ayant mis le Velux. Donc, c'est vraiment très simple. Je l'ai vu chez moi. Je vous ai mis un lien en cliquable sous la vidéo si vous cherchez des informations supplémentaires, avoir des contacts aussi pour les installer proches de chez vous, pour avoir des devis, voir tous les modèles aussi de fenêtres de toit Velux qui existent. Je vous mets le lien cliquable sous la vidéo. En tout cas, merci à toute l'équipe de Velux de nous faire confiance et c'est parti avec l'interview de Bruno Dellinger. Je m'appelle Bruno Dellinger. J'étais dans la tour nord du World Trade Center et maintenant, je suis sur Légende. Bienvenue Bruno, je vais te reprendre le clap. On se tutoie ? Avec plaisir. Écoute, ça fait très plaisir de t'avoir. Je sais que ça t'ennuie parfois de faire des interviews parce que tout le monde te demande, depuis le 11 septembre 2001, tu étais dans une des tours jumelles, tu as eu la chance de survivre en prenant le bon escalier, tu vas nous expliquer tout ça. Tu as sorti un livre, si vous voulez aller chercher, je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo, il est dispo chez Amazon. Encore sur Amazon, il s'appelle World Trade Center au 47e étage, voilà. C'est aux éditions Robert Laffont, si ça vous intéresse. Je vous mets le lien, si le récit... Là, on a le temps de parler, hein. Tu as vu un épisode de l'émission, tu vois un peu... On a le temps de parler pour que tu nous racontes un peu ta vie, pour comprendre comment tu te retrouves aux États-Unis en tant que Français. Je sais que tu as ramené des objets, mais tu vas nous en parler après, tu vas nous expliquer ce que tu as ramené. Tu as entendu l'impact de l'avion, tu as pris ton temps, tu es sorti calmement, tu as pris le temps même, tu vas nous raconter, mais d'éteindre les ordinateurs. Tu vas nous expliquer tout ça. Chaque année, on te demande de parler dans les interviews ou c'est plus dans les gros anniversaires ? Oui, les 10 premières années, c'était chaque année. Chaque année ? Chaque année. Et puis maintenant, on me ressort des placards, disons, tous les 5 ans, voire les 10 ans. Et donc, c'est toujours intéressant parce qu'il y a parfois des angles nouveaux qu'ont les journalistes pour m'interroger. Et puis, à mesure qu'on s'éloigne ça fait tout de même plus de 20 ans maintenant, moi, il y a des choses... qui ne m'aveugle plus, et puis il y a des rideaux qui se déchirent, et puis il y a des choses surtout où on va vers l'essentiel, disons, de ce qu'on retient de cette journée. Parce que c'est vrai que pendant des années et des années, c'était une souffrance d'en parler, une souffrance libératrice qui permettait d'expurger tout ce qu'il y avait au fond de moi-même. Et maintenant, ce processus de thérapie, d'une certaine manière, est terminé. Et tu seras surpris de voir qu'au fond, ce que je retiens de cette journée, c'est toute la générosité et toute la bravoure des gens qui ont constitué le capital humain de cette journée. Et qu'au fond, le geste meurtrier, je le mets de côté comme à jeter dans les poubelles de l'histoire pour se rappeler simplement le meilleur de l'homme. Ouais. Parce que tu y repenses, c'est quelque chose qui maintenant est enfoui au fond de toi depuis 20 et quelques années, on en parlera tout à l'heure, mais tu y repenses encore souvent ? J'y pense pas dans la vie quotidienne. Mais dès que je vois, évidemment, c'est quand même très très présent dans l'iconographie de notre société, ces images du 11 septembre. Donc
il y a des tas d'occasions dans une année de les rencontrer, ces images. Toi, tu grandis en Normandie, à Paris, à Lyon, tu grandis en France. Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour comprendre ton parcours et comment est-ce que tu pars là-bas après? Moi, je suis un petit gamin, hein, je suis un petit gamin assez turbulent, qui a une passion, c'est son chien et la pêche. Tu pêches quoi? La truite. C'était un test pour voir si tu étais vraiment pêcheur. À la cuillère. T'obtiens ton bac après. Ah bah oui, il y a eu 2 ou 3 périodes intermédiaires. Ensuite, effectivement, j'ai été élevé à Lyon chez des jésuites, hein. Donc une éducation très très classique. Très strict un peu. Ouais, un peu strict, ouais. Un peu strict, mais moi je suis un peu rebelle à l'ordre. J'aime pas tellement recevoir des instructions. Je suis un esprit libre. Et donc, c'est l'occasion aussi, comme toujours. Hein, la loi des équilibres. Plus c'est strict, plus je fais des bêtises, bien sûr. Ah, c'est vrai? Oui, bien sûr. Tu t'inscris en école de commerce après le bac. Tu fais des études, tu pars en stage aux États-Unis, à San Diego, donc au sud de Los Angeles, grosso modo, à quelques heures. C'est là que tu apprends l'anglais? Parce que là, on sent que tu as un bon accent anglais. En fait, j'avais déjà eu un ami américain à la maison pendant une période. Et après, tu trouves des petits boulots pour... J'avais pas tellement d'argent. Donc, en Californie du Sud, la seule chose importante, c'est de pouvoir se déplacer. Donc, j'avais acheté une moto, une XT500. Et puis, j'ai cherché un job. Et j'avais entendu parler d'un restaurant qui cherchait un cuisinier. Et j'ai été au bluff leur dire que j'étais cuisinier. Ouais, j'ai jamais touché à queue d'une poêle. Tu rentres en France, après quelques temps, tu t'installes à Paris. Ouais. D'ailleurs, tu rêves d'écrire des romans à l'époque. Tu rencontres une jeune Américaine, tu la rencontres à Paris. Oui. Pour comprendre comment tu pars à New York, en fait. Finalement, c'est l'amour au départ. En fait, j'ai consacré 3 ans de ma vie à écrire du roman à la sortie de mes études, en revenant des États-Unis. Et effectivement, pendant cette période, qui était très chahutée, c'était la vie de bohème, j'ai rencontré cette jeune femme dont je suis tombé éperdument amoureux. Elle habitait Paris, puis ensuite elle est partie à Genève. Et en fait, quand j'ai terminé d'écrire les 2 livres que j'avais écrits, je me suis posé la question de savoir pourquoi j'écrivais et surtout si je pouvais continuer à écrire. Et je me suis rendu compte que j'avais pas assez de substance pour écrire. Et qu'il fallait que je retourne dans la vie de tout le monde. Et T'avais pas assez vécu. J'avais pas assez vécu. Ouais. Voilà. Et qu'au fond, c'était très beau ce que j'écrivais, mais que j'arrivais au bout d'un cycle. Et donc, cette femme était merveilleuse, et je l'avais toujours en tête. Et je suis allé la voir à New York. Et ne me demande pas ce qui s'est passé. On a décidé du jour au lendemain, comme ça, d'aller à la mairie de New York et de se marier. Donc, on a trouvé des témoins, puis on s'est mariés. En fait, le mariage n'a jamais existé, puisqu'il sera annulé 2 ans plus tard. Mais en attendant, je suis revenu en France, j'ai tout déménagé, je suis venu m'installer aux États-Unis, à New York. Tu rencontres cette fille-là, 2 ans, tu te sépares, mais tu restes habiter à New York. Oui. Après cette relation. Je reste habité à New York encore quelques temps. Et c'est la première guerre du Golfe. Donc à un moment, je perds mon emploi. Et donc je me retrouve sans emploi. Et... Après, tu vas rencontrer une Ukrainienne. Ouais. Quelques années plus tard. C'est pendant un événement, c'est à Paris que tu la rencontres? Non, je la rencontre, je travaille à Lyon. Et elle vient me solliciter pour des financements, je crois. Elle habite à New York, ou vous y partez ensemble? On y part ensemble, puisqu'en fait, on se rencontre en France. Et moi, ensuite, j'ai l'occasion de partir aux États-Unis, puisque dans le job que j'occupe en France, je dirige toute une équipe de gens qui développent, la réputation de l'agglomération lyonnaise à l'international. Donc on ouvre des bureaux un peu partout dans le monde, au Japon, à Taïwan, en Belgique, en Italie, et ainsi de suite, et aux États-Unis. Et à l'issue de cette période, je pars d'abord faire des études au Japon, et puis ensuite je négocie avec cet organisme le fait de reprendre leur bureau aux États-Unis qui ne marchait pas, et de le développer.
Et donc, je pars aux États-Unis. Et, pour la ville de Lyon, quoi. Oui, pour un organisme de promotion de la ville de Lyon. Voilà, c'est ça. Et ça me permet de démarrer mon entreprise. Et donc, ton entreprise, tu vas la situer dans le World Trade Center? Pas tout de suite. D'abord, elle est située sur Park Avenue South, qui est vraiment la partie la plus chouette de Park Avenue. Mais en fait, je me faisais un petit peu... ça me coûtait très très cher, ces bureaux, et j'avais l'impression de me faire un peu escroquer. Donc un jour, là, moi j'en ai eu marre, quoi, tout simplement. Et, d'être la poule au... Voilà, et donc il se trouve que j'avais des contacts au Port Authority de New York, qui gérait les tours du World Trade Center, mais aussi les aéroports. Et donc voilà, j'avais des contacts, et un jour j'aurais dit, écoutez, je cherche un bureau, vous n'auriez pas un bureau? Il y a plein de bureaux. Le World Trade Center, à l'époque, c'était un lieu à New York qui n'était pas très, très aimé des New-Yorkais. Ah bon? Non. D'abord parce que il était à moitié vide. Un peu comme la tour Montparnasse, en vrai, à Paris. Ouais, c'est un peu équivalent, une grande tour. Il y a des similitudes. Qui n'est pas très cotée. Ouais. Et c'était des baux, comme c'était des collectivités qui géraient c'était des baux très, très administratifs. Donc en fait, les entreprises n'aimaient pas trop rentrer dans des baux comme ceci. Donc j'ai trouvé un bureau au 45e étage, la tour numéro 1. Puis c'était gouré dans les baux. Et en fait, 1 an plus tard, on m'a fait redéménager pour un bureau au 47e étage, que j'ai pu choisir. Ce qui est déjà très haut, en vrai. C'est le milieu de la tour. Ouais, c'est le milieu de la tour. Et avec une vue absolument merveilleuse. Puis là, c'était un immense loft. Donc avec toute une vue sur Manhattan, et puis la rivière, la Hudson River. Et voilà, quoi, c'était juste un endroit absolument merveilleux, en sachant que les tours du World Trade Center elles-mêmes étaient une ville dans la ville. Hein. Donc, oui, il y avait tu pouvais vivre dedans, quoi. C'était comme un mall. Oui, et puis si vraiment on veut parler de cette journée, pour bien situer les choses, il faut bien comprendre une chose, c'est la taille et la magnitude de ces 2 tours. C'est-à-dire que dans chacune des tours, il y avait 25 000 personnes. Putain. Et dans chacune des 2 tours, il y avait 25 000 visiteurs par jour. Donc en fait, ça fait 50 000 personnes par tour, et donc 100 000 personnes sur peut-être quelques hectares. Ouais, c'est ça. Hein, sur 2 stades de foot, quoi. Voilà, tu fous en l'air une ville de 100 000 personnes en France. C'est énorme. Et tu juste imagines le traumatisme que ça procure dans la population française. Avant de parler de cette journée, justement, pour comprendre, ta société fonctionne, tu emploies des gens, vous êtes combien? Ah oui, la société fonctionne. Elle fonctionne bien, même. En fait, ce qu'on faisait, c'est de la recherche d'informations. C'est-à-dire que envoyer un courrier, faire un suivi téléphonique à partir de banques de données diverses pour trouver des sociétés vraiment intéressantes qui ont un projet de développement hors des États-Unis. Donc tu avais 4 salariés à l'époque, vous étiez 4, ouais. 3. Oui, ça montait parfois, parce que suivant des campagnes... Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est à peu près, c'est pour s'imaginer. Tu avais quel âge environ, là? 2001? 2001, je devais avoir... 2001, ouais. Ouais. Non, mais 80, 2001, ouais, c'est pas dur, j'avais 40 ans. Donc tu avais 40 ans à l'époque. C'est pour s'imaginer un peu ce que tu vis. Et le 11 septembre 2001, tu reviens de France ce jour-là ou c'était juste avant? La veille. La veille? Ouais. Donc tu arrives le matin, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Si tu peux nous décrire un peu cette journée, enfin le début en détail. Sûr. En fait, la veille, je suis rentré de France. Et j'étais très content parce que j'avais renouvelé un contrat important. Et bien sûr, à l'époque, je faisais l'aller-retour sur l'Europe ou bien sur l'Asie tous les 15 jours. Hein. Pour moi, l'avion, c'était vraiment une habitude. Un bus. Je connaissais tous mes repères dans l'avion, c'était toujours les mêmes. J'étais très organisé pour tenir physiquement. Et donc, le matin, quand on rentre d'Europe, quand on y a passé une semaine, on se réveille très tôt parce qu'on est un petit peu sur l'heure européenne, donc voilà. Donc en fait, ce matin-là, je me suis réveillé très tôt, mais mon épouse à l'époque s'est réveillée encore plus tôt puisqu'elle a pris un vol pour Saint-Paul, Minneapolis. Et donc, je me rappelle très bien de son départ.
où elle me dit au revoir, et puis et moi je suis encore à moitié endormi, mais je me lève pratiquement aussitôt après son départ. Donc tu étais en couple à l'époque? Oui. J'aime pas traîner au lit, donc je suis parti au bureau, et je suis arrivé relativement tôt. Il devait être 7h, 7h30, je sais plus exactement. Et le World Trade Center, c'était une ville dans la ville, hein. Et donc, il y avait tout un village composé de personnages. Et le premier personnage, moi, que j'aimais en arrivant, il y en avait deux en arrivant. Il y avait Mickey et Minnie. T'es sûr Mickey, Minnie, ouais, ça pourrait être ça, parce qu'en fait, l'un était chausseur, et c'est là que je faisais mon shoeshine, et l'autre, c'était le gardien des ascenseurs. Ok. Voilà. Et donc, des gens que tu reconnaissais à chaque fois, que tu saluais. C'est New York, donc c'est sympa, on se parle. Tout le monde se parle. Ouais. Tout le monde se parle. Donc, ce matin-là, j'avais une paire de chaussures à faire assembler, j'ai été les déposer. Et puis, il avait l'habitude de moi, il m'a demandé si je voulais un shoeshine. Je voulais pas de shoeshine. C'est quoi un shoeshine? C'est un cirage de pompe. Ah oui, shoeshine, ok. Ouais. Chaussures qui brillent. Putain. Oui, non, mais attends, excuse-moi. Moi, j'ai pris en LV6, l'anglais. Donc, il n'en a pas voulu. Moi, j'en ai pas voulu. Et puis ensuite, du coup, je suis allé vers les ascenseurs. Il faut bien comprendre l'organisation du bâtiment. En fait, il y avait des ascenseurs express qui permettaient, par exemple, moi qui étais au 47, je prenais un ascenseur express jusqu'au 40e. Puis ensuite, je prenais un ascenseur local jusqu'au 7e. Ah oui, il y a des ascenseurs qui font des... Voilà. Okay. Donc, et là, il y avait un gardien que j'aimais énormément et que j'ai salué. Et je suis monté. Voilà. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était une journée absolument incroyable parce que c'est une de ces journées dont on se souvient à New York parce que c'est la journée parfaite. C'est la journée. Il fait beau. L'air est pas trop chaud. On sort de l'été qui est d'habitude étouffant, humide. On sort, on est trempé. Et là, il y a du vent, il y a une petite brise. Le ciel est d'une pureté. Encore aujourd'hui, je le compare quand il y a un beau ciel, je le compare à la journée du 11 septembre et j'arrive toujours pas à retrouver la qualité de bleu qu'il y avait cette journée-là, qui était incroyable. Et donc... T'es le premier arrivé au bureau? Je suis le premier arrivé au bureau. Donc, j'avais toute une routine, donc je mets en marche la routine. C'est-à-dire la machine à café? Machine à café, les ordis, la musique pour le répondeur, et ainsi de suite, voilà, pour l'attente téléphonique. Ça, c'est une autre époque, hein. La musique pour le répondeur. Et les ordis, t'appuyais sur le bouton, ça démarrait pendant 3-4 minutes. Exactement. C'était long à démarrer. Exactement, et à mieux, je vais te dire encore mieux. Quand, à l'époque, moi j'ai été chercher, quand l'avion est arrivé, je prenais mes emails sur une ligne téléphonique. Donc ça faisait bip, 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 et puis... Ouais, ça chargeait, ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, on les récupérait comme ça. Donc, avant de prendre mes emails, je me suis quand même arrêté pour regarder cette vue qui était tellement belle. Et voilà, c'est la dernière fois que je l'ai vue, malheureusement. Si, je l'ai... Ouais. Donc, et ensuite, je me suis assis, et puis 2 de mes employés sont arrivés. Et c'était un bureau plein de lumière, un espace qui me servait aussi parfois d'exposition, donc de galerie. Et il était quelle heure, là? Je peux plus te dire, il doit être 8h30, 8h15, 8h30, quelque chose comme ça. Voilà, on se salue. Il y a encore une personne qui doit arriver, mais il est arrivé toujours en retard, donc il n'arrive pas. Et les gens, l'équipe principale, disons, est là. Et puis je suis en train de prendre mes emails, et soudain, j'entends le vrombrissement d'un avion qui arrive. Alors, on a tous entendu un avion au décollage, sur un tarmac, et ainsi de suite. Sauf qu'un avion en plein vol, à pleine puissance. Aussi bas, ça n'arrive jamais. Aussi bas, ça n'arrive jamais, et c'est stupéfiant. C'est un truc... Encore aujourd'hui, j'ai ce son-là dans les oreilles. Donc je lève la tête, et plau! Tu le vois? Oui. T'as le temps de le voir? Ah oui. Et donc, plau! Dans ta tour, à toi ou l'autre? T'étais dans la première tour? Oui, parce que moi j'étais dans la première tour, sur la façade où l'avion est arrivé. Ah, waouh! Voilà, donc une trentaine d'étages en dessous. Tu comprends tout de suite ou t'es dans le déni pendant 5 secondes en disant... Ah non, je comprends tout de suite, je sais pas moi, 1 minute et demie après, il y a mon adjointe qui arrive dans mon bureau
Et je me rappelle, la tour tangue tellement fort, si tu veux, que je me dis, je vais la retenir. Et puis après, je me dis, bah non, touche pas, parce que c'est une femme et on est aux États-Unis, donc faut pas toucher. Ah oui, tu dis ça. Ah oui, oui. Ouais, tellement, Ah, j'ai peur qu'elle va se casser la figure, tu vois. Ah oui, ça bouge à ce point-là. Ouais. On avait l'habitude de cette tour qui bougeait, parce que quand il y avait du vent, on entendait les haubans crisser, on entendait beaucoup de choses. Ouais, les tours bougent, hein, même en général, les grands buildings, ça bouge un petit peu. Voilà. Sauf que là, ça tangue tellement fort que les haubans crissent énormément, mais surtout, on peut plus tenir debout. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, ouais, c'est historique comme réponse, vraiment. T'inquiète pas, c'est un avion. Et elle me regarde en me disant, c'est un avion? Bah, je dis, oui, c'est un avion. Bon. Donc, il y avait quand même des dégâts dans mon bureau, mais c'était pas la dévastation que je vais découvrir quand on ouvre la porte des couloirs. C'est-à-dire des dégâts dans ton bureau, de la poussière qui tombe direct? Bah, il y avait déjà les œuvres d'art, tout s'était cassé la figure. Il y avait des dalles de plafond qui s'étaient désolidarisées et ainsi de suite. Mais il y avait rien de... Il y avait des choses qui s'étaient cassées la figure, quoi, qui étaient sous la force de l'impact. Mais en fait, quand on ouvrait la porte, et c'est ce qu'ont fait mes employés, qui étaient là, ils se sont aperçus qu'il y avait des gens qui partaient en hurlant. C'était des gens qui étaient rescapés de l'attentat de 1993 et qui avaient vécu déjà. C'est un attentat. Il y a un autre attentat en 93. En 93, oui. L'attentat de 93, le projet, c'était de faire tomber une tour sur l'autre. Voilà. En mettant un camion plein d'explosifs dans les parkings en dessous d'une des deux tours, de l'exploser, et que ça tombe sur l'autre. Donc en fait, ils ont vu les gens partir en hurlant. Et puis moi j'ai vu aussi qu'il n'y avait plus rien dans les couloirs, tout était dévasté. Donc je leur ai dit de partir. Et ils sont partis. Mais moi j'étais pas inquiet. Pourquoi tu prends pas Parce que la mesure du truc au début? Je suis d'une nature très calme. Oui, mais non, mais il y a un avion qui s'écrase dans la tour dans laquelle t'es. Ouais, mais on est à New York. C'est comme... je vais te donner un autre exemple. Quand la tour s'est écroulée, moi j'étais complètement inconscient. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on m'a bousillé mon bureau, j'en trouve un autre. Tu vois, encore une fois, c'est comme ça qu'on fonctionne à New York. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et donc, c'est juste peut-être aussi un réflexe de défense, tu vois. Parce que ça, je vais découvrir tout au long de cette journée que l'être humain est très très bien fabriqué d'une certaine manière. Et qu'on enclenche des tas de choses qui nous protègent. Donc, je suis resté parce que, voilà, en plus, il y a cette fierté du capitaine qui quitte le navire en dernier, tu vois. Il y a des tas de choses qui sont comme ça. Bon, donc, tu fais quoi? Je réponds au téléphone, je rassure les parents des employés, des trucs comme ça. C'est vrai? Ouais. Mais pendant plusieurs minutes? Oui. Donc, voilà. Et puis, je ne réalise pas la gravité de ce qui se passe. Mais tu peux pas imaginer qu'elle va s'écrouler. Même jusqu'à la seconde où ça s'écroule, personne ne pensait que ça s'écroulait. Non. Donc, en fait, je reste dans mes bureaux et puis, j'essaie de remettre en ordre le plus gros jusqu'à ce que je reçoive vraiment un ordre intime et impérieux de partir. De la part de qui? J'ai pas la réponse. Ah, tu veux dire interne? Ouais, interne. Je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est cet être humain merveilleusement constitué qui m'a protégé? Est-ce que c'est le bon Dieu? Je ne sais pas. Ne me demande pas. J'ai pas la réponse. Ça reste un des mystères de cette journée. Parce que j'aurais dû mourir 3 ou 4 fois. Et je suis pas mort. Mais en revanche, j'ai toujours cru que j'avais un destin. Donc, voilà. Je ne sais pas. Donc tu descends. Mais en tout cas, je pars. Et je pars en laissant tout, parce que je suis très boy scout. Donc on m'a expliqué qu'il faut ne jamais rien prendre. Donc si j'avais pris mon ordinateur portable, ça aurait été bien. Mais je l'ai laissé. J'ai même pas pris de sauvegarde des serveurs. Rien, j'ai tout laissé. Tu prends le temps de faire quoi avant de partir? Des sauvegardes. Ah, tu prends le temps? Tu sur un disque dur? À l'époque, c'était des bandes. Et t'arrives à sauvegarder? Je déclenche une sauvegarde et je laisse les bandes comme un idiot. Parce que je suis persuadé que je vais revenir. Donc en fait, mon portable, je le mets dans un tiroir, je le mets sous clé, je me dis, c'est pas grave, on reviendra, je connais ce pays, dans 15 jours, on va sécuriser le bâtiment, dans 15 jours, on revient. Voilà.
Tu as le temps d'éteindre les ordinateurs, etc. Oui, j'ai le temps d'éteindre les ordinateurs. Et je pars, je regarde une dernière fois cette vue, et puis je pars. Et le détail a son importance, je ferme à clé la porte. De ton bureau? De mon bureau. Et je suis parti. Et là, j'ai commencé à réaliser la gravité de ce qui se passait, parce que, tu vois, à mon étage, il y avait un des moteurs d'un des ascenseurs principaux. Et en fait, c'est tellement vital dans un bâtiment comme celui-ci qu'il était protégé par des portes blindées qui étaient épaisses comme ça. Donc non seulement il n'y avait plus de dalles de plafond, il y avait des fluides qui tombaient, plafond, machin, des fumées, des gravats, des trucs, des machins. Mais en passant devant cette porte, elle était explosée et tordue. Le blindage était explosé et tordu. Elle me dit, quand même, c'est très très grave cette histoire. Et au moment où je suis dans ce couloir, dans la fumée, on voit rien, sauf que je vois un groupe de gens qui partent d'une banque qui était pas très loin et qui se dirigent vers un escalier. Et on avait des entraînements très très réguliers. Moi, on m'avait appris à prendre un autre escalier. Il y a plusieurs escaliers? Ouais, il y a plusieurs escaliers de secours dans un bâtiment comme celui-ci. Et donc, j'ai été tenté de les suivre, mais je les ai pas suivis. Là encore, bien inspiré, puisque eux sont morts, et moi je suis sorti. Parce que j'ai pris l'escalier qu'on m'avait appris. Et ensuite, donc, apprendre. Voilà. Tu veux dire, maintenant il y a des systèmes de brassards où on te dit il faut suivre ce mec-là s'il y a un incendie dans un bâtiment. Tu sais, il y a des chefs incendie. Ouais, il y avait ça. Moi, j'avais une casquette de Warden comme ça. Ouais. Ah, c'est ça. Ah, ouais. Et donc ça t'a sauvé la vie. Donc ça sert à quelque chose, de savoir quand même par où faut sortir. Machin. Ça sert complètement. Et de respecter les consignes, certainement. Moi, en tout cas, ça m'a sauvé la vie, clairement. Et donc ensuite, je suis au 47e étage, donc il faut descendre 47 étages. Et au niveau de l'ascenseur principal, dans les 40e, 42, je crois, ou 40, on me propose de sortir et puis d'aller prendre un ascenseur. Et je vais sur cette plateforme. Puis il y avait un monde fou et je dis non, j'y vais pas. Les gens sont assez calmes ou ça hurle? Ouais, non, c'est très calme. C'est très calme? C'est très calme. C'est assez discipliné, ça descend? C'est discipliné. Donc on descend. Ça veut dire que si toi, t'as pris le temps de commencer à faire des sauvegardes, de répondre au téléphone et qu'il y a encore du monde dans l'escalier, c'est que c'était vraiment très très lent à descendre. C'est-à-dire que la queue remonte déjà jusqu'à la moitié du bâtiment. Et ça a tapé où à peu près 75 ou 80e. Ouais, 30 étages au-dessus de toi, c'est rien. Donc, en fait, à ce moment-là, il y a 3 files dans l'escalier. Il y a une file de gens qui descendent. On met 50 minutes pour descendre de mon étage, tu vois. Donc, ça fait 1 minute par étage, à peu près. Okay. C'est long. C'est long. Une file de services de secours qui commence à arriver. Et une file de gens qui descendent en urgence des étages supérieurs et qui, eux, ont plus de cheveux, ont plus de peau, ont plus de vêtements, plus rien. Ils sont complètement brûlés. Là, vous les laissez passer On les laisse passer. Voilà, donc, il fait une chaleur épouvantable parce qu'il n'y a plus d'air conditionné, il y a du feu au-dessus, il y a du kérosène qui tombe dans les escaliers. Dans les étages inférieurs, il y a plein d'eau qui se déverse dans tout le bâtiment. Mais tout le monde reste calme. Il y a des gens qui sont torse nu. Il y a un type devant moi qui dit la prochaine fois, lui, il a compris ce qui se passe. Contrairement à moi, parce qu'il reçoit un SMS lui disant que la tour numéro 2 a été attaquée. Et il comprend ce qui se passe. Et il dit, on va tous les, comment dirais-je, vitrifier, en français. Nuke Et il est en colère. Mais à part ça, tout le monde est très calme. Et tout le monde descend, il y a beaucoup d'entraide. Il y a une personne qui me donne une petite bouteille d'eau, parce qu'on a cassé les distributeurs. Il y a un autre qui me donne un sopalin. Ce sopalin, il va me sauver la vie plus tard. Et moi, je descends lentement, préoccupé par ne pas paniquer. Et puis 50 minutes s'écoulent, comme ça. 50 minutes ouais. Dans l'escalier? Ouais, jusqu'à ce qu'on arrive en bas, dans le lobby, où là, il y a une dévastation qui dépasse l'entendement, puisque ce lobby, il symbolisait tellement de choses. Pour le World Trade Center, tout le monde s'est omnubilé sur le trade dans World Trade Center, le commerce. Mais en fait, le World Trade Center, c'était world surtout. Donc en fait, il y avait, c'est l'utopie de New York. Dans ces tours, il y avait des gens de toutes les confessions, il y avait des gens de toutes les origines,
il y avait toutes les activités. Il y avait y compris des ateliers d'artistes. Il n'y avait pas simplement des banques et des grandes des boîtes de finances. Il y avait des tas de choses. Il y avait des organismes, des NGO pour la défense de l'environnement. Moi, il y avait un trader de blé, par exemple, à mon étage, et ainsi de suite. Il y a des tas de choses. Toutes les confessions, toutes les origines, toutes les couleurs de peau, toutes les activités. Et c'était symbolisé par tous ces drapeaux qui entouraient l'atrium. Et tous ces gens vivaient en harmonie. Et là, tout est détruit. Il n'y a plus un drapeau qui tient. Et c'est une très belle, très forte symbolique de ce qui arrive au monde ce jour-là, à mon avis. Parce qu'on est en train de détruire un rêve, hein, et on ne le fait pas par hasard. C'est un rêve, à mon avis, qui est menaçant pour les gens qui commettent cette horreur. Lorsque tu descends tous ces étages et que tu marches dans les couloirs, il n'y a aucun message d'avertissement, il n'y a pas de système américain. Si, il y a le hurlement des sirènes, il y a les stroboscopes en permanence. Moi, encore aujourd'hui, quand je vois un stroboscope, je suis très mal à l'aise à cause de cette journée-là. Et le retentissement des sirènes, pendant très très longtemps, quand il y avait une alarme, ça m'inquiétait, quoi. Hein, voilà. Mais c'est rien par rapport à ce qui va se passer. Parce qu'en fait, c'est un stress, mais on s'aperçoit que l'organisme s'autogère, si tu veux, pour... c'est vraiment une mécanique fabuleuse qui autogère les émotions pour prioriser, pour éviter de s'inquiéter. Parce qu'on voit tous ces gens qui sont gravement blessés et ainsi de suite. On sait que c'est très grave. Et pourtant, personne ne panique. Parce qu'on sait qu'il y a encore pire que ce qui est en train d'arriver, c'est justement cette panique. Donc tout le monde garde son sang-froid. Et puis, quand finalement on sort, après cette dévastation où il n'y a plus rien qui tient debout dans le lobby, on passe dans le centre commercial, où là, il y a les sprinklers qui nous arrosent et ainsi de suite. On remonte par l'escalator qui arrive sur, ça doit être Fulton. Et là, moi, je sors, je traverse le trottoir, j'arrive sur la rue, je fais un pas sur la rue, je me retourne, et là, je vois la tour en feu, et je n'en crois pas mes yeux. Parce que je ne l'ai vue qu'une fois, hein. Tu vas comprendre pourquoi je la vois pas une deuxième fois. Et à jamais, c'est une image diabolique dans ma tête. Parce que cette tour qui était un symbole de génie humain tout de même, hein, qui donnait une impression d'indestructibilité, c'était un geste architectural en plus. Il faut bien revoir toute cette ville dans la ville où tu as un caldaire sur la petite place, tu as un pomodoro, tu as des tas de choses, tu as des œuvres d'art partout. Moi, dans mon bureau, il y avait partout des œuvres d'art. Là, elle est couronnée, c'est vraiment la couronne d'épines. C'est-à-dire qu'il y a ces espèces de flammes d'un orangé presque violacé qui l'entourent. Et au milieu de tout ça, il y a des fumées d'une noirceur plus noire que ça, quoi, qui sont là. Je fais un pas supplémentaire, je n'en crois pas mes yeux. Je me retourne une deuxième fois, je ne peux pas arriver jusqu'au bout de mon mouvement parce que la tour numéro 2 est en train de s'écrouler. Elle s'écroule avant ? Elle s'écroule avant. Elle est attaquée en second, elle s'écroule avant. Et donc, elle s'écroule au moment où je sors. Voilà. Et là, tu es à combien de mètres Oh, une 50aine de mètres. Même pas. Donc, imagine un demi-kilomètre de tour qui s'effondre. C'est un bruit colossal. C'est le seul événement sensoriel de la journée que je n'arrive pas à faire remonter au conscient. Tellement il m'a choqué. Il m'a terrorisé, en fait. Et donc, ce demi-kilomètre de tour s'effondre, sous mes yeux, mais ébahi. Et là encore, je fais l'expérience de l'être merveilleux qu'est la construction humaine. Hein. C'est là où tu palpes les millénaires d'évolution, en quelque sorte. Tu sais, les gens te parlent du temps qui s'étire. Moi, j'en ai fait l'expérience, c'est incroyable. Tu es dans une situation de danger, hop, tout ralentit. Tu as 1 millième de seconde pour décider, et tu vois tout très très clairement. Et ce n'est pas enchevêtré. Ça arrive. Tu te dis, c'est ça qu'il faut faire, tu as ça, tu choisis quoi, hop, voilà. Et tu choisis, et tu y vas. Et c'est comme ça que je choisis de me réfugier derrière un pilier d'auvent qui protège des distributeurs de billets d'une banque.
que je connais parce que je vais souvent faire des retraits. Et Qui est juste en face, t'as même pas le temps d'aller plus loin. voilà, qui est juste derrière l'église, là, que tout le monde a vu à côté du World Trade Center. Toi, tu vois le moteur et tout, il paraît qu'il y avait... Oui, moi j'ai vu dans le... Tu le vois? Dans le lobby, oui. Le réacteur, tu veux dire? Ouais. Il est tombé jusque dans le lobby? Il est passé par des colonnes d'ascenseur. Waouh. Ok, il est passé par l'intérieur. Ouais, mais c'est une journée avec des détails épouvantables. Hein. Moi, quand je suis sorti, il y avait déjà beaucoup de sang. Et des projections et des choses comme ça. Et ça... je dis, il faut voir les conditions dans lesquelles des tas de gens sont morts. Il y a des gens qui ont sauté, qui ont explosé en arrivant par terre. Et puis il y a tous les gens à qui on a volé leur mort. Moi, on n'en parle jamais, mais c'est par exemple dans les avions. Ces gens-là, jusqu'à la dernière minute, les terroristes les ont rassurés en leur disant on retourne vous inquiétez pas. Hein. Donc en fait, on les a endormis et ils sont morts sans savoir qu'ils allaient mourir. Et moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus horrible, d'une cruauté terrible. Parce qu'ils n'ont même pas eu le temps d'avoir peur, peut-être. Hein. Et surtout, on les a conduits à la mort sans leur dire. Ils les ont mis à l'arrière de l'avion, non? Il n'y a pas... Je sais pas ça, mais en tout cas, moi, c'est un des détails qui me choque beaucoup, parce que ces gens-là, ils étaient à 30 mètres au-dessus de moi, ils sont morts, comme ça. On leur a rien dit. On les a rassurés en leur disant « Ayez confiance en nous ». Tu vois la trahison ultime, ce que ça peut être de faire confiance à tes bourreaux et qu'ils te tuent sans te le dire. Voilà, ça c'est terrible. Donc, ceux qui étaient dans les bureaux au-dessus de toi aussi, qui ont malheureusement pris l'avion, pile poil à l'étage. T'aurais eu un bail au 90e étage, tu serais plus là. Je serais plus là. C'est fou. C'est fou, parce que, franchement, j'ai pas l'impression d'avoir commis tant de crimes que ça dans ma vie, et de mériter un traitement comme celui-ci. Pour moi, c'était un espace de paix. Tu sais, ces tours du World Trade Center, encore une fois, ça symbolisait le trade pour l'Europe entière, pour le monde entier. Mais pour nous, New-Yorkais, c'était pas ça. Pour moi, tenant, hein, donc occupant de ces bureaux, c'était un espace de paix. Parce que la ville de New York est très très bruyante. Sauf que quand on est dans une tour de 110 étages, on n'entend rien. Nous, nos compagnons, c'était les nuages. Donc en fait, parfois on vivait au-dessus des nuages, parfois en dessous des nuages. Nos compagnons, c'était le vent, c'était les éléments. Et c'était un calme absolu. Où on travaillait à la construction d'un monde porté par ces idéaux, justement, américains. Voilà, donc j'en parle avec émotion parce que ces tours symbolisent beaucoup plus que simplement un acte terroriste. Pour ceux qui travaillaient là-dedans, c'était un espace de paix, d'entente, de concorde, d'harmonie entre les peuples, entre les religions, entre les couleurs de peau, entre les activités, entre beaucoup de choses. Voilà. Je reviens à ce que je disais. Quand tu étais à l'extérieur pour... Ouais, donc en fait, tout ça, je décide d'aller me planquer quelque part. Et puis là, j'attends. La tour est en train de s'effondrer toujours? Ouais. Et donc, quand elle s'effondre, bien sûr, c'est un cataclysme. Hein. Je rappelle que pour donner une magnitude, enfin un sens de la violence qui se déclenche ce jour-là. Une échelle. Une échelle. C'est quelque chose qu'on perçoit sur les sismographes. Mais c'est aussi sur les 3000 personnes qui sont mortes. Il y a encore aujourd'hui certaines centaines de personnes qui ont été vaporisées. Tout a été passé au crible, au peigne fin, dans les ruines du World Trade Center. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été littéralement volatilisées par la violence de ce qui s'est passé. On n'a pas retrouvé une trace d'ADN d'elles. Et on sait qu'elles étaient dans ces tours. Voilà. C'est fou. Ouais. Rien. Même pour les familles, pour faire le deuil et tout ça, c'est super compliqué. C'est un peu un cauchemar. Tu sais, je veux pas... Je déteste le terme de victime. Voilà. Moi, je suis pas une victime. L'Amérique, elle préfère 10 fois les héros aux victimes. Hein.
Donc, je préfère me mettre dans cette catégorie que dans celle des victimes. Je déteste être victime. Voilà. Simplement, et tu vas comprendre pourquoi, donc, quand je vais poursuivre le récit, ce truc-là, il va m'accompagner pendant des années et des années, et je t'assure que, dans un premier temps, j'aurais préféré mourir. Parce qu'en fait, on a légitimement parlé uniquement des gens qui sont décédés cette journée-ci. Mais pour ceux qui sont restés, eux, ils sont morts, ils ont eu la paix. Une mort horrible, mais ensuite, ils étaient dans la paix. Nous, pendant des années et des années, on a été accompagnés par cette horreur. Et dans des circonstances une vie quasi impossible, quoi. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, moi, je me retrouve derrière mon pilier, puis je me dis, je vois cette tour, d'un seul coup, elle s'est transformée en un monstre d'acier, de verre, de poutrelles, de papier, d'asbestos, enfin de tout ce que tu veux, d'amiante. De poussière grise, non? Une espèce de poussière marron grise. Ouais. Ton assistante voulait que je ramène un échantillon de la poussière, moi j'en ai encore. Je l'ai pas à la maison. Donc je l'ai pas ramené. Mais ce monstre de verre et d'acier, il arrive sur nous. Et c'est comme un espèce de train qui pousse l'air devant lui, parce que c'est énorme. 500 mètres, c'est combien 500 mètres de haut? 500 mètres de haut, 1,5 kilomètre quand même, ça fait du bruit. Hein. Puis ça déplace quand même pas mal. Et donc, il pousse l'air devant lui, et moi, d'un seul coup, je me trouve... J'ai pas grand-chose à être ébouriffé, tu vois, c'est un peu difficile, mais je sens le vent, là. T'avais la même coupe de cheveux qu'avant? Ouais. Ça fait 40 ans que je dois avoir... T'es rasé à blanc. Pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, ça vous le savez. Voilà. Donc, ça arrive. Et je me dis, ça y est, on va être engouffré, on va être tué, quoi, parce que le vent est tellement violent. Et puis d'un seul coup, bam, on prend tout dans la figure. Et... T'es tout seul? Je suis tout seul. Cette journée, comme je t'ai dit, c'était une journée extraordinairement belle. En l'espace d'une fraction de seconde, tout est devenu plus noir qu'une nuit. Tu vois cette tasse? Plus noire que ça. Moi, par un miracle incroyable, j'avais gardé ce petit bout de sopalin. J'ai pu me l'appliquer sur la bouche pour respirer, filtrer. Sauf que le son ne passait plus tellement l'air était épais. Putain. Donc soudain, tout est devenu silencieux, total. Comme dans la neige, quand t'es à la montagne, t'as un... L'air est tellement absorbé, épais que le son ne passe plus. Le son, c'est la vibration de l'air. Voilà, il ne vibre plus. Donc en fait, c'est tellement démesuré, ça dépasse tellement l'entendement humain. C'est des choses que tu apprends au berceau, tu vois. Ce que c'est que le son, ce que c'est que respirer, ce que c'est que la nuit, le jour, et ainsi de suite. Tu te rends même pas compte que tu l'as appris, mais tu l'as appris. Et en fait, mon inconscient est convaincu que je suis mort. Donc en fait, il traduit ça par « tu es mort ». Bon, moi je m'en rends pas compte sur le moment. Simplement, au bout d'un moment, tu vois, je suffoque et ainsi de suite, puis il y a un type, quand il commence à y avoir une espèce de vague pénombre et ainsi de suite, il y a un type à l'intérieur de la banque, un agent du FBI qui me voit et qui me tire à l'intérieur. Et là, je peux respirer, donc je cherche partout, je suis comme une bête atterrée, tu vois, je cherche partout où est l'endroit le plus lointain où je puisse me cacher. Tu vois, c'est au fond du terrier. Et j'arrive tout au fond de la banque, et là, il y a des toilettes, et il y a une femme qui me sauve la vie, probablement aussi, qui me dit « crache tout ce que t'as avalé, crache tout ce que t'as avalé, tout ce que t'as... » Et donc, elle me tape dessus, et moi, je crache, et puis finalement, je reviens dans la salle principale de la banque, j'essaie d'appeler partout, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien pour essayer de joindre quelqu'un. J'arrive finalement à joindre la femme de mon ami Mourad, pour lui dire que je suis toujours en vie. Jamila. Et puis finalement, à ce moment-là, on nous dit, il faut descendre à la salle des coffres. Je comprends pas. La tour numéro 1 va s'écrouler. Alors là, tu vois, c'est un coup de poignard parce que
Je sais pas si mes employés sont sortis, je sais pas qui reste. Moi, c'est des gens que je connais là-dedans. Et je dis, bah non, je vais rester parce que j'aurais horreur de mourir dans une salle des coffres, tu vois. C'est pas moi, quoi. Moi, ça me correspond pas. Donc je reste. T'es pas banquier? Bah, je suis un peu banquier, mais je suis pas banquier, non, en fait. Donc en fait, eh ben, je suis resté. Puis j'ai vu cette tour s'écrouler. Qui est encore plus près que la 2, là. Ah ben oui, là, elle est juste en face de moi. Puis de nouveau, il y a cet orage nucléaire, hein, parce que ça dépasse l'entendement, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou. Et voilà, il n'y a plus rien. Alors, je demande à l'officier du FBI, au bout d'un moment, je lui dis, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, il nous dit, tu rentres chez toi, mais si tu passes par le Brooklyn Bridge, tu passes pas par le Brooklyn Bridge, parce que c'est une cible. Surtout, tu vas te faire des piqûres d'anthrax, contre l'anthrax à l'hôpital. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait dans ces tours. Ah, waouh. Ouais. Ah, il pensait qu'il y avait de l'anthrax dedans. Ouais. Qui est à Ça, je me rappelle, ça m'a marqué. C'est un peu moins la mode aujourd'hui, pour ceux qui ne se rappellent pas ou quoi. C'était, il y avait eu plusieurs menaces comme ça, dans des enveloppes. C'était des attentats, l'anthrax. Ils pouvaient mettre des enveloppes avec comme de la farine à l'intérieur. Ça ressemble à de la farine, l'anthrax. Et c'est très volatile et c'est très mortel tout de suite. Voilà. Mais c'est tout de suite sur une maison entière. Voilà. Dès que tu ouvres l'enveloppe, tout le monde... Tout le monde meurt. Voilà. Donc, ça, c'est le récit de ces quelques heures. Mais en fait, la journée du 11 septembre, pour moi, elle se prolonge pendant des semaines et des mois et des années. Voilà. Et ça, c'est l'objet de mon livre, parce qu'en fait, c'est 6 mois de ma vie durant lesquels je raconte comment un petit groupe d'hommes et de femmes survivent à des événements aussi diaboliques, aussi démesurés, aussi fous, et par quelle magie ils survivent. Et puis ils s'en remettent, puis ils en sortent, et puis ils recommencent, et puis ils ont la niaque, ou ils ont surtout le désir d'apporter un sens à quelque chose qui n'en a aucun. Tu ressemblais à ça après aussi? T'étais oui, recouvert, t'étais tout gris comme ça. Ah, je vous montre oui. une photo d'un rescapé là, qui apparaît à l'image. Oui, tu ressemblais, t'étais complètement recouvert, quoi. Ah oui, complètement. Moi, je me rappelle quand j'ai essayé, quand j'ai été dans ces toilettes là pour me laver le visage et cracher. Du coup, c'est encore pire parce que ce qu'il y a, c'est que j'en ai plein les costumes. Hein, donc c'est cette poudre que je vais recueillir plus tard en me disant, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans, peut-être qu'il y a... Oui, pour faire des analyses, des machins, des trucs. Non, mais c'est surtout parce que moi, j'ai immédiatement pensé à tous ces gens qui étaient dans ces tours. Et je me suis dit, la moindre trace de poudre, elle mérite le respect. Parce qu'il y a peut-être des restes humains là-dedans. Donc en fait, avant, j'ai tout nettoyé pour tout recueillir. Voilà. Et là, en fait, quand je suis dans les toilettes, là, je me lave le visage et ainsi de suite. En fait, ça va coller. Parce que cette poudre, elle est si fine que j'en ai dans les oreilles, j'en ai sous les dents, j'en ai partout, sous les paupières. Elle rentre partout. Voilà. Tu rentres chez toi directement ou tu t'arrêtes Ben, je remonte. Plus de métro, il n'y a plus rien, donc je remonte à pied. Tout est paralysé. Tout le monde est dans la rue. Il y a tout le monde dans la rue, là. Ouais. Les gens ont peur que ça retape, ils regardent le ciel. Non. Moi, je sais pas. Je suis comme un zombie, je remonte. Et alors, j'ai le visage craquelé parce que j'ai foutu de l'eau et puis il y a encore de la poussière, donc voilà. Et en fait, je remonte et puis je rêve que d'une chose, c'est que les gens me prennent dans leurs bras, quoi. Mais en fait, tout le monde s'écarte de moi parce qu'ils ont peur. Et jusqu'à ce que j'arrive à, je me rappelle, ça doit être à la limite de Soho. Et là, il y a une femme, je crois que c'était une banque aussi, qui me voit. J'essaie désespérément d'appeler sur mon portable. Et elle me dit, viens, rentre avec moi, viens appeler. Donc je rentre dans son bureau. Et là, pour la première fois, je commence à pleurer. Parce qu'il y a quelqu'un qui me montre un peu de gentillesse. Bon, donc il faut surtout pas que je m'apitoie sur moi, hein, parce que je savais que... Là, c'est bon où tu lâches. Ouais, mais il faut surtout pas. Parce qu'en fait, à ce moment-là, si j'avais lâché, j'aurais été enseveli par la vague de terreur et de tristesse et ainsi de suite. Donc en fait, je me lâche quelques secondes, et puis ensuite, j'arrive toujours pas à joindre quelqu'un, donc elle me prend dans ses bras, puis je lui dis, il faut que je continue. Donc je rentre chez moi à pied. Quand tu dis que tu n'arrives pas à joindre quelqu'un, tu vas appeler qui? Ta femme? Je voulais appeler ma femme et mes parents.
Et en fait, mes parents, j'arrive à les joindre quand j'arrive chez moi. Et là, évidemment, quand j'entends le son de la voix de ma mère, eux, ils ont regardé tout ça sans comprendre, tu vois, ils sont à la campagne, dans la Drôme. Loin de New York. Ouais, la sœur de ma compagne actuelle qui les appelle en leur disant vous avez des nouvelles de Bruno ? Non. Ah, ils savaient même pas. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas vu ce qui se passe à New York ? C'est pas plus mal qu'ils sachent pas. Bah oui, mais du coup, ils vous regardent tout en direct. Voilà, donc... mais je sais pas, ils ont la conviction, malgré les annonces qui sont faites de ma mort, hein, puisqu'on annonce en France que je suis mort, que je suis vivant, et effectivement, je suis vivant. Et quand je les appelle, évidemment, je suis un peu troublé, quoi. C'est bizarre. Voilà. Donc, je suis rentré chez moi. J'ai nettoyé, j'ai récolté toute cette poudre, et puis j'ai pris une douche. Voilà. Et t'arrives à avoir quand, ta femme, au bout de combien de temps ? Parce qu'elle a dû s'inquiéter, elle, parce qu'elle était à New York. Alors, en fait, elle a été prévenue, je crois me rappeler, par Jamila. Et en fait, elle est à Simple, Minneapolis, au milieu des États-Unis, hein, c'est le Midwest, c'est le haut de la vallée du Mississippi, donc Saint-Paul. C'est Saint-Paul, Saint-Louis, toutes les anciennes provinces françaises. Hein. Et donc, là, les gens lui disent, il n'y a plus de l'espace aérien est fermé, donc tu peux pas rentrer à New York. Et il y a 2 personnes qui lui disent, écoute, on te ramène en voiture. Donc ils font 15 heures, 20 heures de voiture, toute la nuit. Et moi, convaincu intérieurement d'être mort, si tu veux, je vais voir mon ami Mourad, et puis ensuite je reviens à la maison, et en même temps je suis dans le déni total. Donc l'après-midi, je passe des coups de fil en disant, tiens, on m'a pété mon bureau, est-ce que tu n'aurais pas un bureau, quoi ? Dans le déni total. Et ça commence comme ça, la reconstruction. Juste par le déni, tu vois, parce qu'en fait, c'est pas grave. Quand tu arrives à voir ta femme, Victoria, à l'époque, la première fois au téléphone, qu'est-ce que vous vous dites ? Je suis un peu inquiet parce qu'en fait, j'entends qu'elle est sur la route. Et tu sais, les autoroutes américaines, c'est souvent des plaques de béton. Donc en fait, on entend tac. Et je suis un peu inquiet, quoi, qu'il se casse la figure parce qu'il tourne toute la nuit, quoi. Et il y a peu de choses qu'on arrive à se dire parce que moi, je suis isolé quand on se retrouve, en tout cas, on est content de se retrouver, mais moi, je suis isolé dans ma souffrance. Et elle est très violemment choquée aussi, hein. Je le pense au moins. Et donc, en fait, on n'arrive pas à se retrouver véritablement parce que personne ne peut comprendre une douleur pareille, quoi, tu vois, quelle que soit la proximité des gens qui t'entourent. C'est une épreuve très, très solitaire. Hein. Pour donner une image de ce que ça veut dire, pendant peut-être pendant des mois, en fait, je n'arrive plus à me réveiller. Donc, en fait, je suis tellement détruit et ainsi de suite qu'il faut que je pense aux victimes pour me lever. En me disant, il y a des tas de gens qui sont morts, il faut que tu te lèves. Voilà. C'est ton honneur, c'est ta fierté, c'est ton devoir. Donc, tu te lèves. Je peux plus bouger les genoux, je peux plus bouger les articulations, je peux plus bouger rien. Voilà. Après, c'est des trucs épouvantables, du genre, 15 jours après, on sort de New York, on va voir des amis, et en fait, en rentrant de Long Island, donc il y a un moment, il y a une route qui monte, et puis tout le skyline de New York se découvre. Et 15 jours plus tard, je suis certain qu'en arrivant en haut, je vais encore voir ces tours. J'en suis sûr, certain. Je ne veux toujours pas admettre que ce soit possible. Parce que ça dépasse tellement l'entendement, tellement... C'est difficile à processer, tu vois, c'est compliqué. Et en fait, quand je vais voir qu'elles sont plus là, une fois de plus, c'est juste impossible à comprendre pour moi. Donc pendant des mois, je peux même pas aller, tu vois, dans le sud de Manhattan et ainsi de suite. D'abord, c'est interdit. Mais ensuite, tout simplement parce que cette absence, ce trou, c'est juste impossible.
à appréhender intellectuellement. À accepter, ouais. Parce que pendant longtemps, il y a eu les gravats, ils ont justement, comme tu disais, les pompiers, la police, recherché, décortiqué pour justement rendre aux familles des victimes ce qu'ils arrivaient à trouver parfois. On n'a pas parlé de tes salariés, les 3 salariés. Alors eux, il y en a un qui est traumatisé parce qu'il voit les gens sauter. Donc en fait, il arrive au moment où les gens sautent. Et il rentre. Il revient plus. Les 2 autres, en fait, restent avec moi. C'est 2 New-Yorkais. Et on remonte ensemble. On remonte cette entreprise ensemble parce que on est une équipe de bras cassés. Hein. Il y en a un qui est sous anxiolytique au dernier degré, donc il peut plus prendre le train du New Jersey parce que quand il est sur une plateforme, il est terrorisé. Enfin, un quai, voilà. Il est terrorisé. Et l'autre, il est paralysé d'un côté parce que c'est tellement anxiogène qu'il est crispé, il fait du tennis elbow et il peut plus. Voilà. Donc c'est vraiment l'équipe de bras cassés. Moi, je me rappelle. Je peux plus. Je suis tellement certain d'être mort que j'ai un fusible qui explose dans la tête à chaque instant parce qu'en fait, je reçois des signaux de vie de l'extérieur. Tu vois, je vois un taxi, une jolie fille, je sais pas moi, la vie, quoi, le soleil. Puis je me dis, mais c'est pas possible, puisque de toute façon, du fond de moi-même, sort le message inverse, mais c'est pas possible, t'es mort. Donc tu vois, c'est très très difficile. C'est fou. C'est très très compliqué. Qu'est-ce que c'est que tennis elbow? Tennis elbow, c'est la maladie des gens qui jouent trop au tennis, qui finissent par avoir des tendinites. Ah oui, d'accord. C'est ça. Vous avez remonté la boîte ensemble? Donc on a remonté la boîte ensemble, et c'est une belle histoire, quoi, parce que franchement, ils étaient détruits comme moi. Eux, ils cherchaient à survivre, moi je cherchais à survivre, et au fond, ce qu'il fallait, c'est arriver à les projeter dans un avenir qui serait meilleur, d'une certaine manière. Et ça a été mon travail. Donc, leur dire, tiens, fais ça, s'il te plaît, c'est super important. Ça n'avait aucune importance. Mais ça donnait une signification. Tiens, fais ça, s'il te plaît, c'est super important, et ainsi de suite. Et ça n'avait aucune importance. Mais de nous projeter tous collectivement dans l'idée que... Je me rappelle, quand il a fallu que je fasse la première paye après le 11 septembre, tu vois, les payes, on les faisait en milieu de mois. J'avais une société qui les faisait externaliser, donc. Je me rappelle de cette histoire incroyable. J'étais chez moi, j'ai appelé le numéro, et tu sais, on a un code en fin de séquence pour confirmer que tu as bien fait la paye. Donc je parle à un opérateur, et cette femme me dit, voilà, on arrive, vous faites la paye pour... Oui, faites la paye pour tout le monde. Puis j'avais une crampe au ventre, parce que, évidemment, je savais pas très bien comment on allait survivre. Mais je me disais, il faut absolument que ça arrive, quoi. Que ça inspire confiance. Et à la fin de la clôture, elle me dit, je vais vous donner votre numéro de code. Et ma main est partie, machinalement, vers un tiroir qui existait au World Trade Center, dans mon bureau, où je prenais d'habitude un crayon pour écrire mon code, sauf qu'il n'y avait plus de tiroir, il n'y avait plus de crayon, il n'y avait plus rien. Et quand ma main est partie dans le vide, comme ça, je me suis dit, ça y est, t'es en train de devenir fou. Mais en même temps, voilà, il y avait des tas de choses qui nous poussaient à reconstruire. Donc en fait, je te passe les détails de tout ce qui s'est passé, parce que ça a été une aventure absolument hallucinante de retrouver des bureaux à Manhattan alors que il n'y avait plus de bureaux. Il y avait je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés qui avaient disparu, tout le monde recherchait les bureaux. Ça. Hein, donc de trouver littéralement un KGB, quoi, pour s'installer à des prix évidemment prohibitifs. Et puis, tout simplement, de réinstaller 3 ordinateurs, 4 ordinateurs, 5 ordinateurs, une imprimante, et puis d'essayer de trouver des données qu'on avait perdues. Il y en a qui en ont profité un peu avec l'immobilier. Ouais, beaucoup même. Moi, on m'avait promis des tas de choses. Ouais, vous allez avoir des gratuits, et ainsi de suite. Puis,
Au bout de 6 mois, c'était ou 2-3 mois, ou le premier mois, c'était gratuit, et puis ensuite, c'était... Bien sûr, il y a eu des gens... T'as pas eu d'aide de l'État là-bas, sur les impôts? Il y a eu des aides, il y a aussi des gens qui m'ont joué des sales tours, hein, c'est-à-dire des clients qui m'ont dit... par exemple, ces clients là, chez qui j'avais été et qui m'avaient promis un renouvellement rapide de mon contrat, à partir du moment où je les ai appelés pour leur dire c'est le moment de le signer, j'ai attendu 1 an. C'est méchant quand même, hein. C'est méchant. Parce que il y avait la crainte que je réussirais pas, il y avait peut-être la tentation de mettre la main sur ma boîte, qui marchait très 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 bien. Tu vois? Donc il y a le côté brillant, il y a le côté noir. Mais en tout cas, nous, notre petit groupe, on est resté solidaires, on s'est projeté dans un avenir qui n'existait pas. Hein, et pour dire par fierté, par honneur, par sens de... Ouais, pour apporter un sens à tout ce qui n'en avait plus. Voilà, on va reconstruire. Parce que tu sais, c'est dur quand même de tout perdre comme ça en quelques instants. C'est dur d'arriver à trouver un sens. Donc tu te dis, est-ce que tu as de la fierté ou est-ce que tu n'as pas de fierté? Et on m'a proposé, on m'a dit 50 fois, on m'a dit, mais fous le camp, va dans le New Jersey, fuis, en quelque sorte. Mais c'était juste pas possible. T'as reçu beaucoup de coups de fil de copains en France qui avaient ton numéro de portable à l'époque pour savoir comment ça allait juste après. Enfin, je veux pas être vulgaire, mais le plus drôle, c'était le premier. Il m'a envoyé un mail en me disant, dis donc, quand tu pètes, ça fait du bruit. Et j'ai trouvé ça absolument génial parce que moi, j'étais dévasté et ce type a trouvé le moyen de faire de l'humour. Je trouvais ça absolument génial. Mi-déplacé, mi-génie. Mi-déplacé, mais quand même génial. Puis un autre qui m'a envoyé un mail. Mais en fait, les mails, je les recevais, mais je pouvais pas y accéder. Donc ça s'accumulait dans ma boîte. Ah, oui. Et j'ai découvert ça des semaines plus tard. Et t'as un journaliste à l'époque d'Europe 1 qui t'appelle pour t'interviewer. Ouais. Et il t'appelle directement, il t'appelle le 11 septembre, il t'appelle plus tard. Oui, alors en fait... Tu fais des interviews à l'époque. Oui, à l'époque, la nuit du 11 septembre, donc, un journaliste qui était passé, qui avait accompagné Collomb lors d'une visite à New York et que j'avais reçu dans mes bureaux. Gérard Collomb. Oui, Gérard Collomb. Était venu dans mon bureau. Il avait gardé mon numéro de téléphone, j'ai trouvé sympathique. Puis, en fait, c'était le correspondant d'une petite structure à Lyon. Et moi, je pensais que, voilà, il m'appelait et puis que c'était une petite interview comme ça. Et comme il était sympa, je lui ai donné une petite interview. Sauf qu'en fait, c'était le correspondant de François à Lyon. Et donc, le lendemain, j'étais en première de couverture, plein pied, le Français rescapé de l'horreur. Et alors là, à partir du moment où c'était... Voilà, ça n'a pu arrêter pendant peut-être 3 ans. C'est vrai? Ah oui. Tu deviens le visage, en fait, des victimes du 11 septembre français. Ouais, c'est ça. En gros. C'est-à-dire qu'en permanence, je suis sollicité pour raconter mon histoire. Et d'ailleurs, si tu veux, c'était un peu inconfortable, parce que d'un côté, je me mettais en avant, mais d'un autre côté, les gens n'ont peut-être pas compris, mais ça me sauvait la vie d'une certaine manière, parce que ça me permettait d'expurger, tu vois, de parler à l'infini de cette histoire. Tes parents et de la réaliser. Comment? Tu parlais de ta maman te voit à la télé? Ouais. Ça la rassure de te voir, du coup? En fait, ma mère aimait pas que je sois parti aux États-Unis. Elle voulait pas. Il se trouve que j'ai une citoyenneté aussi américaine. Elle m'avait prévenu, elle m'avait dit t'es américain, tu renies la France, c'est insupportable. Et elle n'est jamais venue me voir aux États-Unis, par principe. Mais en même temps, je sais qu'elle m'aimait énormément, qu'elle avait beaucoup de fierté de ce que je faisais, qu'elle en tirait beaucoup de fierté. Et elle a beaucoup souffert, certainement, de la peur qu'elle a eue. Hein? T'as des gonflements au visage, quelques jours après, qui apparaissent. Tu fais des mauvaises nuits, évidemment, des rêves. Hein, ça vient d'où, les gonflements au visage? Ça, c'est une histoire qui dépasse l'entendement aussi. En fait, je suis tellement profondément traumatisé que je commence... Il y a une journaliste qui vient me voir et qui veut absolument recueillir ma parole, parce que comme je suis transformé, comme... tu vois, moi, je réalisais pas, j'étais totalement déconnecté de la France.
Et suite à cette interview qui est passée à France Soir et où je deviens un petit peu un héros national, tous les journalistes se précipitent sur moi. Et un jour, il y a la correspondance de France 2 à New York qui m'appelle et qui me dit « Bruno, je t'attends, il faut absolument que tu viennes. » Moi, je débarque, j'arrive devant un camion, satellite, tu vois, là, enfin avec une dish. Là, en France ou là-bas? Non, là-bas, à New York. Et j'arrive juste à 2h moins 1, elle me colle une oreillette et puis un micro, et elle me dit « Tu parles ». Moi, je ne savais absolument pas, je ne savais plus ce qu'était que la France, d'une certaine manière. Et en fait, de l'autre côté, il y avait Pujadas. Et Pujadas commence à me faire une interview. T'étais aux 20h? Oui, aux 20h. Et c'est là où je commence à parler des pompiers, et c'est là où je commence à parler de tas de choses qui ont... À l'époque, je me rappelle, il y avait eu un long article dans Le Monde me citant, tellement ça avait bouleversé ce témoignage où j'étais impeccable, tu vois, où j'étais bien propre sur moi, avec une belle cravate, une chemise blanche, un costume gris. Et puis, à un moment, on sentait que ma voix se brisait quand je parlais des pompiers. Parce qu'en fait, je fais juste encore une petite digression. Quand je suis descendu dans l'escalier, à un moment, je te parlais du détail de la fermeture de mon bureau. Je me suis dit, zut, tu as fermé ton bureau, il faut remonter pour ouvrir parce qu'ils ne pourront pas rentrer. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un pompier qui est passé avec une hache et que cet homme m'a sauvé la vie. Je raconte toujours cette histoire parce qu'en fait, pour les pompiers, c'était très dur de ne pas sauver de monde ou de sauver très peu de monde. Mais c'est là où on comprend ce que sont que le sens de l'honneur, la fierté, le sens du devoir. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Il y a des témoignages qui racontent, notamment la secrétaire de Giuliani, qui raconte que son mari était pompier et qu'avant de rentrer dans l'escalier, il a embrassé ses frères en leur disant « on se reverra plus ». Donc il est monté. Il savait qu'il allait à la mort. Et quand on entend cette femme raconter qu'il a préféré la mort et le sens du devoir à la vie paisible qu'il aurait pu mener avec son épouse, c'est bouleversant. Sauf que moi, je peux témoigner que des gens comme ça, ils m'ont sauvé la vie. Voilà. Donc je le dis toujours parce qu'on ne comprend pas bien le sens de toutes ces victimes des services de secours, mais il faut les respecter. C'est important. Voilà, alors pour en revenir à ta question, en fait, quand je parlais avec ces journalistes, un jour, il y en a une qui s'est approchée de moi en me disant « Je veux absolument récolter tes témoignages ». Puis ensuite, elle s'est aperçue que j'écrivais. Donc elle m'a dit « Je voudrais écrire un livre avec toi ». Et moi, j'étais complètement fracassé, donc je lui ai dit « Non, il n'y en a pas question, et ainsi de suite, je veux pas ». Sauf qu'elle, elle est partie chercher un contrat en France, et qu'elle a ramené un contrat d'édition pour ce livre. Bon, alors on s'est attrapé, ça n'a pas fonctionné, et ainsi de suite. J'ai écrit ce livre seul, hein. Mais en attendant, où je lui ai laissé une partie quand même de mes... J'ai été correct, me semble-t-il. Mais en attendant, au bout d'un moment, ça ne fonctionnait pas, donc je l'ai écrit tout seul. Et quand j'ai commencé à écrire, du jour au lendemain, mon visage a commencé à doubler, tripler, quadrupler de volume. Donc, je comprenais pas ce qui se passait. Puis il fallait 2 ou 3 jours et ça revenait en place. Et puis le jour suivant, c'était de l'autre côté et je ressemblais vraiment à Quasimodo, tu vois, avec des bosses partout sur la tête, partout, des trucs incroyables. J'ai été voir tous les médecins de la Terre, aux États-Unis, en France, et ainsi de suite, partout. Personne n'a jamais rien trouvé. Tout était normal. Mais la force du psychosomatique. Wow. Et je pourrais te donner un exemple. Le jour où j'ai envoyé le manuscrit final à l'éditeur, tout a disparu. Et ensuite, il m'a fait venir à Paris pour une relecture. C'était un très bon éditeur qui s'appelle Bernard Barrault, qui avait été le patron de Julliard. C'était un homme très respectueux de mon texte. Donc en fait, il m'a fait lire le texte. Et quand j'étais en face de lui, il me disait « T'as bien entendu, c'est ce que tu veux dire ?» Ouais, il faisait un travail de psy. Mais, à l'issue de ça, il m'a dit « Tu vois, là, cette partie, tu l'entends bien, est-ce que t'es audible ?» C'est 3 pages que j'ai supprimées de mon texte. Le reste, il est à l'identique de celui que j'ai écrit en un jet. Je l'ai écrit en 2 mois.
un jet, d'un seul coup. Tout expurger, tout sortir, ça m'a sauvé la vie. Quand il a fallu que je fasse une relecture finale, là, j'ai pas eu d'incident. Sauf que quand je me suis retrouvé tout seul pour faire une dernière relecture, du jour au lendemain, en l'espace de 15 minutes, mon visage était boursouflé. Oh putain. Voilà. T'es revenu en France au bout de combien de temps pour voir ta famille, tes amis? Pour revoir ma famille et mes amis, plusieurs mois en fait, parce que ce qui était important pour moi, c'était de redémarrer. Donc, on a redémarré 15 jours plus tard, on a retrouvé des bureaux, on a redémarré l'activité et ainsi de suite. Et ensuite, je suis venu, je sais plus, ça devait être 2 mois ou 3 mois après. L'avion, quand tu remontes dedans. Ah oui, ça c'est terrible. Je me rappelle très bien de cette scène. Tu regardes les gens dans l'avion? Non, à l'époque, je voyageais énormément, donc j'avais des tas de privilèges sur les compagnies aériennes. Tu vois, c'était un jour le Concorde, un jour le Concorde, un jour des business class, un jour des tas de choses comme ça qui font que les compagnies aériennes te prennent vraiment au sérieux. Et donc, j'allais toujours dans les salons. Et là, il y avait une très très belle photo. Je me rappelle, tu sais, dans les salons Air France, il y a des photos de l'histoire d'Air France. Et en fait, des personnages célèbres qui ont voyagé sur Air France. Et il y avait une de ces icônes du chat, je me rappelle plus qui exactement qui avait voyagé, une photo de lui près d'une passerelle d'Air France. Et en fait, c'était un temps heureux, quoi. C'était l'image d'un temps léger, béni, sans souci, sans inquiétude. Ça m'avait bouleversé. Et quand je suis rentré dans l'avion, vraiment, j'étais terrorisé. Et je me rappelle très très bien la manière dont j'ai fermé les yeux pour le démarrage et ainsi de suite, et pour décoller. Parce que j'étais terrorisé, quoi. Puis ensuite, tout est revenu, et tout est revenu normal. Une fois que j'ai fait le premier pas. Tu disais que les réflexions, quand tu arrives en France, pour terminer, tu arrives en France et tu es choqué par la réflexion des Français. Ouais. Qu'est-ce que tu entends? Les Américains l'ont bien mérité. Alors pour moi, c'est vraiment la quintessence de la bêtise, mais absolue. Parce que d'une part, c'est sur le sol américain, mais ça dépasse largement le cadre de l'Amérique. On voit comment, dès qu'il y a un attentat un peu d'ampleur, que ce soit à Moscou, à Paris et ainsi de suite, tous les pays se réunissent pour condamner ce genre de choses, parce que, encore une fois, c'est des civils. C'est des civils, c'est des innocents, c'est d'habitude dans des lieux où la vie se déroule de manière positive. Tu vois, moi, les attentats, quelque temps avant les tours du 11 septembre, il y a du World Trade Center, il y a eu l'attentat sur les 2 Bouddhas de Bamiyan, en Afghanistan. C'était 2 Bouddhas. Des gravés géants dans la roche. Voilà. Qui étaient magnifiques. Et des œuvres d'art absolument exceptionnelles. Je vous mets la photo, il y a la photo avant, et comme ça, là, vous voyez, c'est immense. Là, vous pouvez voir la photo après, où ils ont en fait dynamité. Ils se sont pris en photo, ils ont même filmé ça, hein, d'ailleurs. Et pour moi, ça traduit l'esprit de ces massacres. C'est-à-dire qu'en fait, on choisit des œuvres d'art, on choisit des lieux de vie exceptionnels, on choisit des salles de concert, okay, où au fond toute la vie exprime ce qu'il y a de meilleur, et on tape dedans, et on détruit, et on sème la mort. Et je trouve ça profondément choquant. Tu vois, c'est simplement de l'humanité. Simplement de l'humanité. Donc, faire des réflexions comme celle-ci, d'abord, l'Europe et la France en particulier ne comprend pas l'Amérique. Et parce que, avec beaucoup de prétention, elle voit l'Amérique à travers ses propres yeux, sans comprendre que quand nous faisons un voyage en Asie, au Japon par exemple, eh ben on apprend ce qu'est le Japon. Et moi j'ai étudié au Japon pendant des années, j'ai voyagé au Japon, j'ai appris la culture japonaise et on me l'a transmise. Parce que les États-Unis sont une extension historique de l'Europe par les colons, jamais personne n'a pris le temps de réaliser que c'est une culture différente et qu'il y a des tas de choses qui sont construites en opposition justement à l'Europe. Et que donc si on ne fait pas cette réflexion autour de ce qu'est l'Amérique, on la comprend pas.
Donc je trouve profondément injuste, en plus, à l'égard de l'Amérique, de tenir des propos comme ça. Quand tu entends on va pas les citer, parce que c'est pas le but de l'émission, mais des humoristes français, plein de personnalités, et que tu vois plein de théories du complot sortir sur le 11 septembre, comme quoi il n'y a pas eu d'avion au Patagone, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça, ou il y a eu de l'explosif, qu'on fait sauter les tours, etc. Et comment toi tu le prends, toi qui as été là-bas? Je le prends pas mal parce que, d'abord, je considère que je t'ai dit que j'étais un peu quand même, au fond de moi-même, il y a un côté créatif et rebelle au fond de moi qui fait que je considère qu'on a le droit de ne pas prendre toutes les vérités pour acquises et pour telles qu'elles te sont données. Hein. Mais en revanche, il y a quand même beaucoup de bêtises qui sont dites. Si tu veux, moi j'avais une très très bonne amie qui était galeriste et qui habitait juste en bas du World Trade Center, dans un de ces petits brownstone buildings qui était en bas. Elle en a pris plein la figure. Elle est morte, elle a inhalé des tas de trucs. Et elle est morte d'un cancer au cerveau, ensuite une tumeur terrible. Donc, cette femme, j'y étais très très attaché, on montait des expos ensemble. Et elle était tellement patriote qu'elle a voulu s'engager dans l'armée américaine au lendemain du 11 septembre. C'était une femme qui avait peut-être une 50aine d'années. Évidemment, on l'a pas prise. Mais en revanche, elle a été suivre toutes les commissions d'enquête. Et elle n'a pas été satisfaite par ce qu'on lui a dit pendant les commissions d'enquête sur le 11 septembre. Quand elle posait des questions, on ne lui répondait pas correctement. Et donc, elle s'est intéressée de fil en aiguille à toutes ces théories du complot. Et moi, elle m'a inondé de films, de DVD à l'époque, de trucs, de machins, de littérature de toutes sortes. Et à un moment, je me suis posé la question en disant, mais c'est tellement convaincant. Peut-être que, sauf qu'un jour, sur un de ces plateaux, avec cette espèce d'humoriste, il y avait un scientifique du CNRS de Montpellier qui était un spécialiste des matériaux. Et ce garçon, il avait un site qui consistait à prendre toutes les théories du complot et à démonter chacun des arguments de manière scientifique. Et il m'a emmené là-dessus. Et ça n'a pas pris longtemps pour faire disparaître tous mes doutes. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai bien vu, ça s'est bien passé. Et puis c'est bien, je suis sûr que c'est pas une implosion. En revanche, c'est vrai qu'il reste un mystère pour moi, quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Il se trouve que au 47e étage, j'avais en face de moi le 7 World Trade Center, qui me bouchait une partie de la vue parce qu'il avait 47 étages. Et celui-ci, pour moi, ça reste un mystère. Je comprends pas comment il a pu s'effondrer de cette manière. Alors la théorie, c'est qu'en fait, il a été en partie soufflé par l'effondrement de la tour numéro 1, qui était toute proche tout de même, et que donc ça l'a déstabilisé. Mais encore, c'est peut-être tout simplement parce que moi j'avais une impression d'indestructibilité sur ces bâtiments. Et donc, mais il n'y a pas... En dehors de ça, je n'ai aucun doute. Alors je respecte toutes les opinions, hein, j'ai pas de difficulté à les respecter, mais il faut pas rentrer dans ces histoires. C'est de la carabistouille. Et je te signale quand même, que depuis le 11 septembre, le monde est gouverné par la peur. Et que la peur, ça donne naissance à toutes les théories du complot. Voilà, donc, qui participe à ces théories diffuse la peur. Et moi, ça me révolte. Parce qu'il y a des tas de choses. Qu'est-ce qui m'a porté, moi, à travers ces événements? C'est juste me projeter dans l'avenir, avec un idéal peut-être enfantin, mais qui consistait à dire ouais, ça ira mieux de mieux, ouais, ceci, ouais, cela. Et oui, on va reconstruire un monde meilleur. Et oui, je vais avoir des enfants. Et oui, je vais porter mes employés vers quelque chose qui va les sortir de l'impasse, et ainsi de suite. Donc, c'est des valeurs positives. Toutes ces journées du 11 septembre, j'ai été accompagné par des gens qui ne pensaient qu'à la générosité, au devoir, et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est essentiel de ne pas participer à toutes ces théories du complot qui sont en train de détruire le monde. Après, tu repars à New York. Ouais. Tu es invité d'honneur au Club de Paris de New York. Apparemment, tu n'es pas très à l'aise. Tu dis. À the American Club. Ouais. Ouais. Paris American Club. Ouais. Au Paris, exactement. Paris American Club. Ouais. J'ai essayé de parler avec un accent correct. Sur une très courte distance, ça marche. Ça peut faire diversion. Déjà, comme tu dis pas Manhattan, toi, tu dis Manhattan. Oui. C'est ça? Exact. Ouais.
Pourquoi tu n'étais pas très à l'aise qu'on t'invite? Parce que moi, j'ai eu beaucoup d'expériences comme ça où on m'honore. Et moi, non, j'ai pas à avoir à me sentir. Je mérite pas. Enfin, l'honneur. J'ai eu une chance incroyable. Je peux dire que parfois, comme je te l'ai dit au début de cet entretien, au fond, parfois j'aurais préféré mourir cette journée-là. Mais qu'on m'honore, oui, ça me faisait plaisir, mais je trouve que c'est déplacé par rapport à tout ce qu'il y avait à l'époque, tu vois, de tristesse, de recueillement, de ceci, de cela. Et au fond, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt recevoir du réconfort plutôt que de l'honneur. Aujourd'hui, c'est différent. Ben Laden est tué 10 ans plus tard, en 2011. Ouais. C'était lui le commanditaire de cet attentat-là. Il y a Khalid Sheikh Mohammed qui va être jugé comme étant le cerveau de l'attentat, jugé et après incarcéré à Guantanamo. Ouais. T'aurais aimé assister à son procès? Ouais. Pour voir sa tête de face? Ouais, je peux te dire qu'au lendemain du 11 septembre, quand on a compris d'où venaient ces attentats et ainsi de suite, moi, je le dis avec beaucoup de honte, on m'aurait donné ces personnes, je les éventrais. L'animal en moi avait tellement souffert qu'il était prêt à tout. Sauf que tu vois, un jour, j'ai été invité à Saint-Cyr, l'école d'officiers, donc, pour témoigner de ce qu'il ne faut pas faire. Tu vois, tu es dans la douleur, tu es dans la terreur. Et en fait, on m'invitait à l'école de Saint-Cyr pour témoigner de ce qui se passait. Tu vois, j'avais conduit, comme un officier, d'une certaine manière, une petite équipe d'hommes et de femmes à travers des événements terribles. Et la tentation, c'était de tout détruire. Sauf que j'ai réagi de manière positive. Et c'était ça qu'ils voulaient transmettre à leurs officiers, en leur disant, sur un champ de bataille, vous voyez des horreurs, vous conduisez pas comme ça, vous conduisez comme lui. Voilà. Et j'aurais bien aimé assister à un procès. Tu vois que le procès, c'est pas la même chose que la mort. Moi, je t'avoue, franchement, j'étais heureux quand il s'est fait descendre. Franchement, j'étais heureux, soulagé, qu'il y ait quand même une résolution à cette horreur. Mais en même temps, j'aurais préféré qu'il y ait un procès. Parce que c'est la loi de nos pays, d'une certaine manière. Bon. En même temps, il restait un fond de souffrance qui fait que, je l'ai pas regretté, franchement. Et pour parler de religion, est-ce que ça t'a fait changer? Est-ce qu'il y a une évolution, un avant, après? Est-ce que tu es devenu plus religieux, moins religieux? Tu y crois plus, tu y crois moins? Est-ce qu'il y a eu un changement après le 11 septembre? Moi, j'ai été élevé dans une famille très catholique. Et le 11 septembre et les jours d'après, j'avais beau appeler Dieu au secours, il était aux abonnés absents. Il m'a pas aidé. Peut-être qu'il m'avait aidé pendant la journée, peut-être que c'est lui qui m'a sauvé la vie le 11 septembre, donc peut-être que je suis un grand ingrat. Peut-être aussi la religion, tu sais, ça a la magie de tout retourner, c'est-à-dire que elle te dit, oui, mais c'était une mise à l'épreuve. La religion, il y a toujours quelque chose, un fil pour retourner les choses et te faire douter. Ce que je sais, c'est que j'ai vu le pire de l'homme et que j'ai vu le meilleur, voilà, pendant ces journées-ci. Donc, dans un premier temps, j'ai été absolument, seul avec moi-même. La religion n'a été d'aucune utilité pour moi. Cependant, comme je disais, j'ai été construit en partie par une culture religieuse et par des apports spirituels que je respecte profondément. Maintenant, je ne peux pas dire que je suis
profondément croyant. En revanche, je respecte profondément toutes ces cultures, tous ces apports spirituels. Et je crois que la religion a façonné une partie de ma personnalité. C'est vrai que la religion catholique, par exemple, a pour mantra, a pour mot essentiel le pardon, la bonté et toutes ces choses-là. Et que si j'avais pas été en partie inspiré par ça, par cette culture, je dirais, peut-être que je m'en serais pas sorti de manière aussi positive. Donc je ne la rejette pas, mais honnêtement, en toute candeur, elle ne m'a pas aidé. Voilà. Et je n'ai pas vu Dieu le 11 septembre et les jours qui ont suivi. Mais en avril 2002, il y a quand même une bonne nouvelle. Tu deviens papa, Ouais. pour la première fois, 1 an plus tard. Même pas, d'ailleurs. Vraiment, ça s'enchaîne. Ouais. Septembre. En fait, ta femme était déjà enceinte. Non. Octobre, Et- novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 2003. Ah, c'est 2003, pardon, il y a marqué 2002. Ouais, 2003. Et en fait, j'en parle assez longuement dans le bouquin en disant que, je sais pas, il y a une pulsion de vie, au fond, de survie et de transmission qui me semblait pas évidente avant, parce que je vivais pour moi-même d'une certaine manière, et qui a pris tout son sens après cette journée. Et donc, c'est mon premier-né, donc, Alexandre, mon fils. Ça t'a donné envie de devenir papa et de fonder une famille? Ouais. Je pense que ce serait peut-être pas arrivé, ou ça serait pas arrivé si tôt, s'il n'y avait pas eu ces événements, parce que j'étais pas du tout prêt. Pourtant, à t'étais pas être jeune. père. T'étais pas un jeune papa. Non, mais j'étais pas prêt à être père. Et au fond, ça a été, d'abord ça a été une expérience merveilleuse, parce que la première fois que, à l'échographie, j'ai vu ce petit être qui bougeait, c'était soudain un signe merveilleux de la renaissance et voilà. Et j'ai eu la même sensation quand ma fille Tatiana est arrivée aussi, d'une grande beauté, d'une grande candeur et d'un renouvellement du monde, parce que chaque fois qu'il y a une naissance, le monde recommence d'une certaine manière, tu vois. Tu reviens en France en 2007, tu fais des témoignages dans les écoles régulièrement, tu vas parler, raconter ce que tu as vécu. Et en 2007, tu revends donc ta boîte pour venir ici, mais tu es là quand les attentats arrivent en France, que ce soit le Bataclan, Charlie Hebdo, etc. Ça te remet dedans? Ça te rappelle? Je me protège toujours. Toujours, je me protège parce que c'est pas quelque chose d'insignifiant pour moi, malgré tout. Tu vois, la cicatrisation, elle est achevée. Tout ça, c'est des choses qui sont derrière moi. J'en parle avec distance et je n'ai pas de souffrance intérieure. Je n'ai plus de souffrance intérieure. Mais en revanche, je me protège parce que je n'aime pas cette violence, je n'aime pas cette douleur. Et puis, j'aime pas non plus retrouver la manière dont on traite ces événements. Parce que je trouve qu'il y a toujours un traitement par l'image qui est insuffisant. En fait, derrière toutes ces images, il y a des hommes, des femmes, des destins. Et c'était le sens de mon livre, d'écrire, pour témoigner par l'écriture de ce qui se passe, et non pas par l'image. Parce que l'image, elle a sa finitude, alors que l'écriture, elle livre sur un champ immense d'émotions, de possibilités, d'interprétations que n'offre pas l'image. Et ce traitement par l'image me gêne profondément, avec ces témoignages à chaud, toutes ces choses-là. Non, je me protège. Ouais. Ils ont fait un mémorial à Ground Zero, aujourd'hui, à New York. T'y es retourné? Ah oui, j'ai même beaucoup d'objets qui m'appartiennent, qui sont dans ce musée. J'ai collaboré beaucoup avec les équipes d'historiens du World Trade Center Memorial, donc par des témoignages oraux, à chaud, de ce qui se passait. En plus, comme j'étais très, choqué, en fait, j'avais la peur de perdre de nouveau. Donc en fait, après le 11 septembre, j'ai gardé tout. Tout ce qui tombait, je le gardais, en me disant, on sait jamais. Et j'ai accumulé des tas de choses incroyables qui intéressaient sur la vie quotidienne,
des gens qui travaillaient dans le World Trade Center que j'ai donné au World Trade Center pour la préservation et la transmission. T'as donné quoi, par exemple? Oh, j'ai donné des tas de choses. Tu vois, je te parlais du chausseur, du cordonnier avec qui j'avais été. C'était une institution du World Trade Center qui s'appelait Minas. Et Minas, moi, j'avais un reçu daté du 11 septembre. Évidemment, j'ai jamais récupéré mes chaussures, mais j'avais encore le reçu. Donc je l'ai donné. Ils sont sortis, Minas? Oui, ils s'en est sortis. Ils s'en est sortis? Ouais. C'était un village d'hommes et de femmes. Et donc, d'ailleurs, ça fait partie de ces choses qui nous ont vraiment bouleversés, c'est qu'en fait, on s'est tous dispersés sans jamais se dire au revoir. Donc, il y a une rupture, une cassure, une blessure, une rupture qui est profonde. Mais voilà, moi, j'ai donné un autre truc aussi très intéressant. Enfin, j'ai donné plein de choses. Mais un truc qui est très intéressant, c'est que j'avais des contrats, et que ces contrats, je les gardais pas dans mon bureau, je les gardais dans un coffre qui était dans mon agence bancaire. Et en fait, cette agence, elle a été ensevelie et détruite, puisqu'elle était dans le 2 World Trade Center, je crois, ouais, ou le 7, je sais plus, ou le 5, je sais plus. Et toujours est-il que, donc au moment où ils ont commencé à nettoyer le site, ils ont fait venir les bulldozers, mais on est à New York, donc t'as toujours un type qui dit toi tu bouges pas, t'as beau être l'État fédéral, ce qu'il y a dans le coffre, ça m'appartient, et tu me le rends d'abord. Il a été en justice, et il a obtenu gain de cause, donc les banques ont été obligées de nous ouvrir, d'extraire la salle des coffres, des ruines. Qui n'étaient pas abîmées? Qui n'étaient pas abîmées, et de nous rendre le contenu des coffres. Donc en fait, un jour, j'ai été convoqué, on m'avait dit, vous allez perdre tout. Puis 3 semaines plus tard, après que ce soit passé en justice, on m'a envoyé un courrier en me disant, il faut venir récupérer le contenu de votre coffre. Alors en fait, les coffres, les contrats, ils étaient dans des enveloppes. Alors, je te laisse imaginer, c'était à la Chase, donc au 15e sous-sol de la Chase, parce qu'il y a une forteresse en dessous du bâtiment. Et là, on me descend, et puis on me fait signer des reçus, des trucs, des machins, des décharges, pour ma santé psychologique, pour ceci, pour cela. Et puis, il y a un type qui approche en me disant « Donnez-moi votre clé ». Donc je lui donne ma clé, il y a le numéro du coffre, il prend une scie à métaux, gerbe d'étincelles, Vulcain, tu vois, les antres de l'enfer. Il ouvre le machin, il sort le tiroir, il me le donne, à vous. J'ouvre ce coffre, et les contrats qui étaient dans des enveloppes, d'une taille d'enveloppe normale, quoi, la taille... standard. Standard. La chaleur a été tellement immense, tellement délirante, plus de 1000 degrés, quand même. Ils n'avaient pas brûlé. Simplement, ils avaient été réduits à la taille d'une carte de crédit. Oh là là, ils avaient séché comme si... Tu vois? Donc ça te donne, par un petit bout de la lorgnette, un sens de l'amplitude des éléments pendant ces journées-là. 1,5 kilomètre de tour qui s'effondre, un bruit délirant, une chaleur telle que la nuit totale en plein jour, plus d'air, plus rien, décor volatilisé. C'est ça le 11 septembre. Voilà. Et donc ces contrats, ce contenu de coffre, j'ai donné au musée, bien sûr. Des tas de choses comme ça, ouais. C'est sympa. Il y a même à l'intérieur du musée, il y a un petit truc. À un moment, je me rappelle, ils avaient mis un petit truc sur moi. Voilà, j'étais très content. Là, tu as donné beaucoup d'objets au musée. Est-ce que tu en as gardé pour toi en souvenir? Ouais. J'ai gardé un petit flacon de cendre. Pour moi, est sacré. J'en ai donné la moitié au musée, mais l'autre moitié, je le garde. Ma carte d'accès au World Trade Center. Ton badge? Ouais. Mon badge. Et puis mes clés. Voilà. C'est ce que je t'ai apporté. Tu vois, ça, c'est tout ce qui me reste. Putain, c'est fou. Tu vois, le matin, c'était une journée merveilleuse, pleine de futur, d'espoir, de promesses. Et le soir, il me restait ça. Bon. En une journée. Donc, ça fait bizarre quand même. Et j'y suis très attaché parce que, voilà, c'était les clés de mon bureau. Ouais. Et il y a encore le code barre du World Trade Center. Et puis, de chacune des clés, parce que chacune des clés était répertoriée. Puis ça, c'était les clés des casiers, des tiroirs. Des casiers des Beasleys, tu vois, qui étaient dans le bureau. Là où je rangeais
C'est quoi les Des petits dossiers. porte-clés carrés, là? Ouais, c'est un truc de New York, c'est New York City, we want your business. C'est les bonnes phrases inspirationnelles qu'il y a sur certains comptes Instagram. Est-ce que tu veux les montrer à l'image Oui, avec plaisir, qu'on les pour voit bien. l'histoire. Ouais. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirige une collectivité et je suis sur un projet qui me passionne, en dehors de mes activités quotidiennes. C'est celui de construire un parc et parcours de sculpture monumentale en plein air. Tu vois, le 11 septembre, j'ai vu beaucoup d'horreurs, alors que j'avais un bureau magnifique, absolument exceptionnel. Je vivais dans un univers de beauté et d'harmonie. Et le soir du 11 septembre, je me suis juré, promis, que je referais quelque chose de plus beau. Et je l'ai fait quand j'ai finalement retrouvé un bâtiment et un bureau beau après le bureau temporaire que j'ai trouvé. J'ai trouvé un loft absolument incroyable sur 5e avenue qui dominait tout le sud de la ville avec des grandes vitres en œil de bœuf et ainsi de suite. C'est vraiment le grand loft new-yorkais. Mais ça ne me suffit pas. J'ai un besoin profond de reconstruire de la beauté. Et donc, voilà, des univers de beauté. Et bon, j'ai une passion ancienne pour l'art contemporain. Et en fait, j'ai imaginé de proposer à cette collectivité un parc et parcours de sculpture monumentale en plein air qui consiste à implanter dans 62 communes du Valois historique des sculptures monumentales qui collaborent avec du patrimoine. Et par ailleurs, de développer des hubs, enfin des concentrations, où il y a de la sculpture monumentale quasi institutionnelle. Hein, tu vois, le Richard Serra vient de mourir, et ben un Richard Serra, un Liu Fan, un Calder, un Kenzo Kuma, ceci, cela. Voilà, tout ce que l'art contemporain fait de bien, fait de mieux, et qu'on ne connaît pas forcément en France, parce qu'il y a très très peu de lieux d'expression de cette nature en France. T'as un site internet qu'on peut mettre? Pas encore, mais bientôt. D'accord. Il est en cours de construction. Je vous mets le lien du livre, si vous voulez aller le chercher, sur Amazon. Il est en cliquable sous la vidéo, World Trade Center, 47e étage, chez Robert Laffont, voilà, Bruno Délinger. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir parlé. T'as jamais fait une interview aussi longue, hein? Guillaume, je te remercie infiniment. On a pu parler. Tu m'apportes, je sais pas, ouais, le temps de m'exprimer. Et dans une société où tout court très vite, je trouve que c'est un magnifique cadeau. Voilà, je te remercie. Merci à toi d'être venu jusqu'à nous, c'était un plaisir aussi. J'espère que vous avez aimé cette interview qui était incroyable aussi. On a vraiment beaucoup appris, même si on a déjà entendu en soi l'histoire. C'était vraiment exceptionnel. Merci encore à toi. Merci en tout cas d'avoir regardé cette émission. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Merci à Velux, notre partenaire. On est dans un loft aujourd'hui à Montrouge. On a pu venir tourner ici dans un loft qui a été vraiment éclairci. À la base ici c'était des combles et aujourd'hui ils en ont fait un magnifique loft grâce aux fenêtres de toit Velux et c'est vraiment très bien. Il y a des télécommandes qui permettent d'accéder aujourd'hui, des volets roulants. On les a utilisés en fonction du mouvement du soleil puisque l'interview on a parlé quand même longtemps donc il y a même du soleil au départ. Il y en a même qui se transforment en balcons. Vous pouvez mettre des fenêtres de toit Velux qui vont devenir des balcons très rapidement faits. En plus, c'est très facile à installer. Moi, je l'ai fait chez moi aussi. Ça se passe en parfois moins d'une journée. Ils vont faire un trou dans le toit. On a toujours l'impression que c'est très long alors que pas du tout. Et c'est vraiment, voilà, ça permet d'avoir un environnement très lumineux pour ceux qui bossent à la maison, pour ceux qui passent beaucoup de temps chez eux. La plupart du temps, on passe des heures et des heures chez soi. Ben, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un environnement lumineux. Donc, merci beaucoup à eux d'être nos partenaires. Velux, on les embrasse, Benjamin Dornina et toute l'équipe. Merci encore. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende pour une autre émission. Ciao tout le monde.